Si M. Berkoff ou d'autres voulaient vraiment se renseigner, l'intendant de l'Élysée. 2 décembre 2020. La France s'arrête. Les drapeaux sont en berne, les hommages officiels se succèdent et le nom de Valéry Giscard d'Estaing résonne une dernière fois comme celui d'un président qui a marqué son époque. Mais derrière les discours solennels et les archives en noir et blanc, 4 silhouettes restent en retrait. Valériane, Henri, Louis, Jacinthe. Que signifie grandir quand son père appartient déjà à l'histoire? Peut-on être un enfant quand le pays entier vous observe? Et qui paie réellement le prix du pouvoir? Celui qui l'exerce ou ceux qui en portent le nom? Quelques années plus tôt, l'une d'entre eux s'est éteinte dans un silence presque total. Pourquoi ce contraste? 1974. La France change de visage. À 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing devient le plus jeune président de la Ve République. Costume ajusté, regard assuré, modernité assumée. Il promet une France nouvelle, plus libérale, plus européenne, plus proche de son époque. Les caméras s'installent à l'Élysée. Les journalistes analysent chaque geste. Les dîners officiels deviennent des vitrines diplomatiques. Mais dans l'ombre de cette mise en scène nationale, une autre réalité s'organise, celle d'une famille propulsée au centre du pouvoir. Valéry-Anne, Henri, Louis et Jacinthe ne sont pas élus. Ils ne signent aucune loi. Pourtant, leur quotidien change du jour au lendemain. La résidence présidentielle n'est pas une maison ordinaire. C'est un lieu traversé par des conseillers, des gardes, des agendas millimétrés. Grandir dans un palais où chaque couloir porte l'écho de décisions historiques, est-ce encore une enfance? La presse de l'époque s'intéresse à l'image moderne du président, à son couple, à son style. La famille devient un symbole, une vitrine rassurante d'équilibre et de réussite. Selon plusieurs archives de l'INA et des reportages de Paris Match, l'Élysée sous Giscard cherche à projeter une image plus simple, presque bourgeoise, rompant avec le gaullisme solennel. Mais cette normalité affichée n'est-elle pas paradoxale quand on vit sous protection permanente? Les enfants d'un chef d'État ne sortent pas sans escorte, ils ne commettent pas d'erreurs sans qu'elles puissent devenir publiques. Ils apprennent très tôt la retenue, la discrétion, le contrôle. Être le fils ou la fille d'un président, ce n'est pas seulement porter un nom, c'est porter une projection collective. La société attend quelque chose, de la dignité, de la réussite, de la continuité. Le patronyme devient une institution, et une institution ne faiblit pas. Dans les années 1970, la France est en mutation. Crise économique, fin des 30 glorieuses, tensions sociales. Le président est critiqué, admiré, contesté. Les débats politiques sont vifs. Mais pendant que les adultes discutent réforme et inflation, 4 jeunes personnes grandissent dans un climat où chaque décision paternelle peut devenir un sujet national. Comment séparer le père du président? Peut-on dîner en famille quand les dossiers de la République attendent sur le bureau voisin? La presse souligne parfois la distinction sociale de la famille Giscard d'Estaing issue d'une lignée ancienne. Cette origine aristocratique nourrit à la fois fascination et distance. Elle renforce l'idée d'une dynastie républicaine. Mais une dynastie, même moderne, reste une dynastie. Et dans toute dynastie, il y a des héritiers, volontaires ou non. Valéry-Anne est l'aînée. Henri et Louis sont observés comme des fils susceptibles d'incarner une continuité. Jacinthe, plus discrète, apparaît rarement dans les récits médiatiques. Très tôt, les rôles semblent dessinés sans être écrits. Pourtant, aucun discours officiel ne parle de pression, aucun communiqué ne mentionne l'angoisse. Tout semble harmonieux. Mais l'harmonie publique garantit-elle l'équilibre intime? Derrière les photographies officielles et les sourires protocolaires, une question demeure. Qu'advient-il de l'identité personnelle quand le nom que l'on porte dépasse déjà l'individu? Car à l'Élysée, rien n'est neutre. Chaque silence peut être interprété, chaque choix d'orientation comparé, chaque réussite attribuée et chaque échec amplifié. Quelques années plus tard, chacun des 4 enfants empruntera un chemin différent. Certains s'exposeront, d'autres se retireront. Mais ce soir-là, en 1974, alors que les portes du palais se referment derrière la nouvelle famille présidentielle, personne ne peut encore mesurer le poids invisible qui vient de s'installer sur leurs épaules. Et si le véritable héritage n'était pas politique,
mais psychologique. Lorsque la présidence s'achève en 1981, la France tourne une page politique. Mais pour la famille Giscard d'Estaing, rien ne revient réellement à la normale. Quitter l'Élysée ne signifie pas quitter le regard public. Un ancien président reste une référence, une figure consultée, un nom cité dans les débats. Et ses enfants restent, malgré eux, les enfants d'eux. Valérie Anne choisit très tôt la discrétion. Selon la presse culturelle de l'époque, elle s'oriente vers l'écriture et la réflexion intellectuelle, loin des estrades politiques. Elle ne cherche ni mandat ni exposition médiatique durable. Cet retrait intrigue. Était-ce un choix naturel ou une manière de préserver un espace personnel ? Être l'aîné d'un président, c'est souvent porter une responsabilité silencieuse, montrer l'exemple, ne pas décevoir, ne pas troubler l'image. Mais que devient la sensibilité d'une jeune femme quand elle apprend dès son adolescence à se tenir droite sous l'objectif des caméras ? Henri, lui, prend une direction différente. Le monde de l'entreprise devient son terrain. À la tête de Club Med, plusieurs années plus tard, il engage une transformation stratégique majeure, repositionnant la marque sur le haut de gamme, selon les Échos. Sa réussite économique est tangible, documentée, mesurable. Pourtant, une question persiste dans certains commentaires. Serait-il arrivé là sans son patronyme ? Cette interrogation, souvent implicite, agit comme une ombre. Car réussir quand on porte un patronyme aussi lourd, c'est devoir prouver 2 fois plus, et parfois ne jamais être totalement crédité. Louis choisit la politique. Député du Puy-de-Dôme, il entre dans l'arène où la comparaison avec son père est inévitable. Les débats parlementaires, les campagnes locales, les scrutins, chaque étape est analysée à travers le prisme du passé. Selon les résultats publiés par l'Assemblée nationale, sa trajectoire connaît des succès mais aussi des revers, notamment la défaite en 2012. Dans le monde politique, l'échec n'est jamais neutre, il devient symbole. Et quand on est le fils d'un ancien président, il devient interprétation. Était-ce une vote contre lui ou contre l'héritage ? Jacinthe, enfin, reste la plus énigmatique. Peu présente dans les archives publiques, rarement citée dans les dossiers médiatiques, elle semble avoir choisi une existence à distance. Ce silence n'est pas anodin. Dans une famille marquée par la visibilité nationale, disparaître presque totalement de la scène publique peut être perçu comme une forme de protection ou de résistance. Refuser l'exposition, est-ce refuser le poids de la comparaison, ou simplement chercher une normalité que le pouvoir avait rendue impossible ? 4 trajectoires, 4 stratégies face à un même héritage. Ce qui frappe, c'est l'absence de scandale éclatant, aucun drame spectaculaire, aucune rupture publique. Et pourtant, une tension diffuse traverse ces parcours. Le pouvoir ne laisse pas de traces visibles comme une cicatrice physique, il imprime autrement. Par la pression d'être exemplaire, par la nécessité constante de se justifier, par le regard collectif qui ne s'éteint jamais tout à fait. La presse française a souvent salué la dignité de la famille Giscard, une famille sans débordement, sans éclat tapageur. Mais la dignité exclut-elle la solitude ? Et le contrôle permanent empêche-t-il l'usure intérieure ? Quelques années après la fin du mandat présidentiel, chacun des 4 enfants devra répondre à une question intime. Comment exister en dehors d'un nom devenu institution ? Certains chercheront la réussite économique, d'autres la continuité politique, d'autres encore l'effacement. Mais derrière ces choix, une interrogation demeure, plus silencieuse, plus profonde. Et si le véritable défi n'était pas de succéder à un président, mais d'apprendre à ne plus vivre sous son ombre ? Lorsque le nom Giscard d'Estaing réapparaît avec force dans la presse économique au début des années 2000, ce n'est pas à travers un discours politique, mais dans les colonnes financières. Henri Giscard d'Estaing prend les commandes de Club Med. L'entreprise, emblématique des vacances à la française, traverse alors une période d'incertitude. Concurrence accrue, mutation du tourisme, repositionnement stratégique nécessaire. Le défi est réel. Selon les Échos et plusieurs analyses sectorielles, Henri engage une transformation profonde. Montée en gamme, internationalisation accrue, repositionnement sur une clientèle plus aisée. Les chiffres montrent une restructuration ambitieuse. Le Club Med ne sera plus un symbole des congés populaires des années 1970, mais un acteur du tourisme premium. La stratégie est audacieuse. Les résistances internes sont fortes, mais le cap est maintenu. À première vue, le récit est simple. Un dirigeant compétent redresse une marque iconique. Pourtant, une autre lecture s'impose.
À chaque interview, une question implicite flotte dans l'air. Est-il là pour son talent ou pour son nom? Dans le monde des affaires, la légitimité se mesure au résultat, mais elle se juge aussi à l'aune de l'origine. Être fils d'ancien président n'est ni diplôme ni une faute, c'est un filtre permanent. Henri n'a pas choisi la politique. Était-ce une manière d'éviter la comparaison directe ou une volonté d'écrire une histoire différente? Le secteur privé offre une forme de liberté que la sphère publique ne permet pas, mais il n'efface pas l'héritage. Au contraire, il l'accompagne comme une ombre discrète. Les transformations du Club Med ont exigé des restructurations, des décisions difficiles, parfois contestées. Diriger, c'est trancher. Et trancher expose. Dans les périodes de turbulence, la pression s'intensifie. Les observateurs économiques parlent de vision stratégique, mais ils mentionnent aussi la charge émotionnelle d'un dirigeant confronté à des choix impopulaires. La réussite ne protège pas de l'isolement. Car réussir sous un nom illustre ne signifie pas seulement performer, cela signifie convaincre. Convaincre que l'on mérite sa place, convaincre que l'on n'est pas un héritier passif, convaincre que le succès n'est pas une continuité dynastique. Selon certaines interviews accordées par Henri, il évoque la nécessité de se forger une trajectoire personnelle. Mais peut-on vraiment dissocier le nom de la personne quand ce nom renvoie à une page majeure de l'histoire française? Chaque article rappelle son ascendance, chaque portrait mentionne son père, le passé accompagne le présent. Et pourtant, les résultats sont là. Club Med change de dimension, attire des investisseurs internationaux, s'inscrit dans une logique de mondialisation. Sur le plan factuel, la performance existe, mais la perception publique ne se limite pas jamais aux faits. Elle s'alimente de symboles. Henri incarne alors une forme de réussite maîtrisée. Costume sobre, paroles mesurées, discrétion médiatique. Rien d'exubérant, comme si l'excès était interdit, comme si l'on ne pouvait pas se permettre l'erreur. Car dans certaines familles, l'échec n'est pas seulement personnel, il devient collectif. Il éclabousse un nom, une mémoire, une histoire. La question n'est donc pas seulement économique, elle est identitaire. Que reste-t-il d'un homme quand son succès est constamment rapporté à celui d'un autre? Peut-on savourer une victoire quand une partie du public suppose qu'elle vous était destinée d'avance? Henri semble avoir trouvé sa voie, mais à quel prix intérieur? La réussite professionnelle suffit-elle à apaiser la comparaison permanente ou renforce-t-elle paradoxalement la nécessité de toujours prouver davantage? Car pendant qu'un l'un construit un empire touristique, un autre choisit une arène bien plus exposée. Et dans cette arène, la comparaison ne sera plus implicite, elle deviendra frontale. Si Henri a choisi l'entreprise pour écrire sa propre trajectoire, Louis Giscard d'Estaing, lui, a décidé d'entrer là où la comparaison est inévitable, la politique. Député du Puy-de-Dôme, ancré dans un territoire historiquement lié à son père, il ne pouvait ignorer que chaque pas serait mesuré à l'aune d'un précédent prestigieux. Entrer à l'Assemblée nationale avec ce nom n'est pas neutre. Selon les archives parlementaires, Louis s'investit dans les travaux législatifs, défend ses dossiers, intervient dans les débats. Sur le papier, le parcours est celui d'un élu parmi d'autres, mais dans la perception collective, il reste le fils de, et cette formule répétée peut devenir une cage invisible. La politique française est exigeante, parfois brutale. Les campagnes électorales exposent les failles, amplifient les critiques, simplifient les parcours. En 2012, la défaite législative marque un tournant. Les résultats sont publics, chiffrés, commentés. Perdre un mandat n'est pas rare en démocratie, mais perdre quand on porte un nom présidentiel suscite des interprétations plus larges. Était-ce un rejet local, un vote sanction national ou la preuve que l'héritage ne suffit pas? La comparaison avec Valéry Giscard d'Estaing est constante. Le père fut président à 48 ans, réformateur, figure européenne, acteur majeur de la scène internationale. Comment exister politiquement face à un tel monument? Dans les débats médiatiques, la référence surgit spontanément. Le fils devient miroir. Et pourtant, Louis ne copie pas son père. Le contexte n'est plus celui des années 1970. Les étentes politiques ont changé. Les clivages politiques se sont déplacés. La société est plus fragmentée. Être héritier d'un ancien président peut offrir une notoriété initiale, mais cela n'assure pas la victoire ni l'adhésion durable. Ce qui frappe, c'est la tension entre continuité et autonomie. Continuer une tradition familiale semble naturel, mais l'autonomie exige une rupture symbolique. Or, rompre sans trahir est un exercice délicat. Trop de distance et l'on renie l'héritage, trop de proximité et l'on disparaît derrière lui. Dans certaines analyses politiques, on évoque la difficulté des dynasties républicaines en France.
pays attaché à l'égalité des chances. L'électeur peut admirer un nom tout en refusant qu'il devienne automatique. La légitimité doit se reconstruire scrutin après scrutin. Louis incarne alors une position fragile, bénéficier d'une mémoire prestigieuse tout en cherchant sa propre voie. La défaite de 2012 n'est pas un scandale, elle est un fait démocratique, mais elle révèle la vulnérabilité d'un héritage confronté au verdict populaire. Que ressent-on quand le nom que l'on porte évoque le sommet de l'État, mais que sa propre carrière se heurte aux réalités locales? Est-ce une frustration, une libération, une réorientation nécessaire? Contrairement à son père, Louis n'a pas accédé aux plus hautes fonctions nationales, et cette différence alimente les comparaisons silencieuses. Dans l'imaginaire collectif, le fils d'un président est toujours attendu quelque part plus haut. Mais peut-être que la véritable question n'est pas de savoir s'il a réussi ou échoué, peut-être faut-il s'interroger autrement. Est-ce qu'il est possible de faire de la politique sans être constamment ramené à un passé qui n'est pas le sien? Pendant qu'un frère dirige une entreprise internationale et qu'un autre affronte les urnes, deux sœurs choisissent des chemins plus discrets. Et c'est peut-être dans cette discrétion que se cache la tension la plus profonde. À première vue, tout semble équilibré. Aucun scandale retentissant, aucun effondrement spectaculaire. La famille Giscard d'Estaing traverse les décennies avec une dignité presque exemplaire. Et pourtant, lorsqu'on observe les trajectoires de Valériane Estaing, Henri Giscard d'Estaing, Louis Giscard d'Estaing et Jacinthe Giscard d'Estaing côte à côte, une constante apparaît. Chacun a dû négocier avec le même héritage, mais aucun ne l'a fait de la même manière. Henri s'est exposé au monde économique, Louis s'est confronté au suffrage universel. Valériane Estaing a choisi la réflexion et l'écriture, loin de l'arène électorale. Jacinthe, elle, a opté pour une présence quasi effacée dans l'espace public. 4 stratégies face à une même réalité, porter un nom devenu institution. Valériane Estaing apparaît dans la presse comme une personnalité sensible, cultivée, attachée à la discrétion. Elle ne transforme pas son patronyme en tremplin politique. Elle ne revendique pas une place dans l'héritage institutionnel. Selon les articles publiés au moment de sa décession en 2016, sa disparition suscite des hommages mesurés, respectueux, mais loin du tumulte médiatique réservé aux grandes figures nationales. Ce contraste est frappant. Comment expliquer qu'une fille d'ancien président quitte ce monde presque dans le silence? Jacinthe, encore plus discrète, demeure une énigme médiatique. Peu d'interviews, peu d'apparitions publiques, peu d'archives disponibles. Cette retraite peut être interprétée de plusieurs façons. Selon certains observateurs, il s'agirait peut-être d'une volonté de préserver une normalité inaccessible sous les projecteurs. D'autres y verront simplement un choix personnel, détaché de toute lecture symbolique. Mais dans une famille associée au sommet de l'État, l'absence elle-même devient un message. Henri et Louis, en restant visibles, ont accepté la confrontation permanente. Valériane et Jacinthe, en s'éloignant, semblent avoir privilégié une autre forme de liberté, celle de la distance. Mais cette distance est-elle un apaisement ou une nécessité? Ce qui unit ces parcours, ce n'est pas une ambition commune, c'est une comparaison constante. Le père fut président de la République, acteur majeur de la construction européenne, figure d'une époque. Face à un tel repère historique, toute réussite paraît relative, toute défaite paraît amplifiée. Dans les familles ordinaires, les enfants se mesurent à leurs propres critères. Dans les familles publiques, ils se mesurent à un récit national. Le nom Giscard d'Estaing ne renvoie pas seulement à une lignée, il renvoie à des archives télévisées, à des réformes sociales, à des débats parlementaires, à des souvenirs collectifs. Peut-on se construire sereinement quand son identité est déjà chargée de mémoire politique? Aucun des 4 enfants n'a publiquement dénoncé une pression insupportable. Aucun ne s'est livré à des révélations fracassantes. Et c'est peut-être là que réside la tension la plus subtile, dans ce silence partagé. La retenue peut être élégance, elle peut être aussi protection. À travers leurs choix différents, on perçoit une même question sous-jacente. Comment exister quand l'histoire familiale est plus grande que soi? Henri prouve par les chiffres, Louis tente par l'engagement électif. Valériane s'exprime par l'écriture, Jacinthe se protège par l'illisibilité. 4 réponses, mais une même ombre. Et lorsque cette ombre s'est rallumée brutalement en décembre 2020 avec la disparition de leur père, une autre question est apparue, encore plus intime encore. Que reste-t-il d'un enfant lorsque le monument familial devient mémoire nationale? Il n'y a pas de scandale judiciaire, pas de rupture spectaculaire, pas de conflit public éclatant dans la famille Giscard d'Estaing. Et pourtant, l'absence de drame visible ne signifie pas l'absence de tension. Le pouvoir laisse rarement des cicatrices apparentes. Il agit autrement, par la pression constante, par l'attente silencieuse, par le regard collectif qui ne se détourne jamais complètement.
Être l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas seulement avoir vécu à l'Élysée, c'est grandir dans un environnement où chaque geste peut être interprété politiquement. Selon plusieurs archives de presse des années 1970 et 1980, la famille présidentielle incarnait une forme de modernité maîtrisée, presque exemplaire. Mais derrière cette image, la question demeure. À quel moment la représentation publique cesse-t-elle d'être un rôle pour devenir une contrainte ? Les enfants d'un chef d'État n'ont pas choisi la fonction. Pourtant, ils en subissent les conséquences. Les déplacements sont encadrés, les fréquentations observées, les erreurs amplifiées. Dans un pays attaché à l'égalité républicaine, porter un nom prestigieux peut susciter admiration, mais aussi suspicion. L'idée d'héritage politique dérange parfois, et cette suspicion ne vise pas seulement l'homme d'État, elle touche aussi sa descendance. Henri, en devenant dirigeant d'un grand groupe, devait affronter cette interrogation permanente, légitimité ou privilège ? Louis, en se présentant devant les électeurs, devait convaincre qu'il n'était pas simplement le prolongement d'un passé glorieux. Même la discrétion de Valériane pouvait être interprétée comme un retrait stratégique. Dans une famille publique, rien n'est totalement neutre. Selon certains observateurs politiques, la France entretient un rapport ambivalent aux dynasties républicaines. Elle respecte les grandes figures, mais se méfie de la transmission implicite du pouvoir. Cette tension culturelle crée un climat particulier pour les héritiers de personnalités politiques majeures. Ils ne sont pas responsables des décisions de leurs parents, mais ils héritent du jugement porté sur ces décisions. Le plus subtil, peut-être, réside dans la pression intérieure. Aucun communiqué officiel ne parle d'usure psychologique, aucun discours ne mentionne la fatigue d'être constamment comparé. Pourtant, la comparaison est là, diffuse, permanente. Dans les médias, dans les conversations, dans les analyses. Le fils devient référence secondaire, la fille devient prolongement symbolique. Et lorsque le père continue d'intervenir dans le débat public après son mandat, à travers des prises de position, des écrits, des interventions européennes, l'ombre se maintient. L'ancien président reste consulté, cité, écouté. Le nom reste actif. Peut-on réellement sortir d'une telle orbite ? La pression n'est pas nécessairement oppressive, elle peut être stimulante, structurante, formatrice, mais elle peut aussi devenir étouffante lorsqu'elle ne laisse pas aucun espace à l'erreur. Car dans certaines familles, l'erreur n'est pas simplement une expérience, elle devient une comparaison. Les trajectoires différentes des 4 enfants suggèrent des réponses divergentes à cette pression. L'exposition assumée, l'engagement électif, l'écriture discrète, l'effacement presque total. Comme si chacun avait cherché une distance spécifique avec le centre symbolique que représentait leur père. Mais la question demeure, la distance protège-t-elle vraiment ou laisse-t-elle un vide difficile à combler ? Quelques années avant la disparition de l'ancien président, un événement particulier vient rappeler la fragilité des équilibres familiaux. Un décès, discret, presque silencieux, contraste avec la solennité des hommages nationaux à venir. Pourquoi cette différence de traitement médiatique ? Et que révèle-t-elle sur la place réelle des enfants dans la mémoire collective ? En 2016, un article sobre apparaît dans la presse nationale. Valériane Giscard d'Estaing est décédée. Les hommages sont respectueux, mesurés, dignes. Quelques lignes rappellent son parcours, son attachement à l'écriture, sa réserve naturelle. Mais l'événement ne provoque pas d'onde de choc politique, ni mobilisation nationale. Il s'agit d'une disparition intime, presque confidentielle. 4 ans plus tard, en décembre 2020, la France entière s'arrête pour la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Cérémonies solennelles, hommages institutionnels, archives rediffusées en boucle. Le contraste est saisissant. D'un côté, une fille partie dans la discrétion, de l'autre, un père célébré comme figure historique. La différence est logique, l'un fut chef d'État, l'autre ne l'était pas. Mais au-delà de cette évidence, une question plus subtile émerge. Comment vit-on dans une famille où la mémoire collective privilégie systématiquement une figure au détriment des autres ? Valériane avait choisi un chemin à distance des projecteurs. Selon les articles publiés au moment de son décès, elle cultivait une certaine sensibilité littéraire, un rapport intime à l'écriture. Elle n'avait pas revendiqué d'espace politique, elle ne cherchait pas à incarner une continuité. Et pourtant, son nom rappelait inévitablement celui de son père. Le silence médiatique relatif autour de sa disparition n'est pas une injustice.
Il reflète simplement la hiérarchie des figures publiques. Mais pour une famille, cette hiérarchie peut être troublante. Quand la nation pleure un père, que reste-t-il du deuil d'une fille? Dans les grandes familles politiques, la mémoire est sélective. Elle conserve les discours, les lois, les images officielles. Elle oublie parfois les trajectoires plus discrètes. Ce n'est pas volontaire, c'est structurel. L'histoire retient les fonctions, rarement les sensibilités. Pour Henri et Louis, la visibilité professionnelle ou politique maintient un lien avec l'espace public. Pour Jacinthe, dont les apparitions restent extrêmement rares, l'écart est encore plus marqué. L'absence devient presque une stratégie. Disparaître du champ médiatique, est-ce une manière de préserver une part d'intimité ou une manière d'échapper à une comparaison inévitable? La disparition de Valériane agit comme un révélateur. Elle montre que même dans une famille associée au sommet de l'État, toutes les vies ne reçoivent pas la même intensité de regard. Le pouvoir construit une lumière puissante, mais cette lumière ne se répartit pas équitablement. Selon certains analystes des dynasties politiques européennes, le poids symbolique du patriarche peut créer un déséquilibre mémoriel. Le père devient figure historique, les enfants deviennent notes de bas de page. Ce n'est pas une condamnation, c'est une mécanique. Mais comment se construit-on quand on sait que dans le récit collectif, on sera toujours secondaire? Est-ce une libération, la liberté de vivre loin du tumulte, ou une forme d'effacement imposée par la grandeur d'un autre? En 2020, lors des cérémonies d'hommages nationaux, les images montrent les proches rassemblés, dignes, en retrait. Aucune déclaration fracassante, aucun règlement de compte, une retenue constante. Cette retenue est peut-être la marque la plus visible de cette famille, ne jamais exposer la fissure. Pourtant, derrière la dignité publique, une interrogation demeure. La lumière du pouvoir éclaire-t-elle vraiment tout le monde, ou laisse-t-elle certaines existences dans une pénombre permanente? Et lorsque le monument familial disparaît à son tour, que reste-t-il pour ceux qui ont vécu toute leur vie à son ombre? Après la disparition de Valéry Giscard d'Estaing en 2020, une question s'impose silencieusement. Que devient une identité construite toute une vie sous l'ombre d'un monument politique lorsque ce monument n'est plus là? La disparition du père ne supprime pas l'héritage, elle le fige, elle le transforme en mémoire nationale. Pour Henri, Louis Jacinthe et pour la mémoire de Valériane, le nom Giscard d'Estaing cesse d'être associé à une présence active pour devenir un repère historique. Cela peut sembler libérateur, pourtant la mémoire peut être plus lourde que la présence. Henri continue son parcours dans le monde économique. Son nom reste attaché à ses fonctions passées chez Club Med, à des décisions stratégiques commentées dans la presse financière. Mais désormais, chaque mention de son patronyme évoque un ancien président disparu. La comparaison change de nature, elle n'est plus immédiate, elle devient mémorielle. Comment se projette-t-on dans l'avenir quand le passé familial devient patrimoine national? Louis, de son côté, incarne une autre forme de conséquence. Son engagement politique n'a pas conduit aux plus hautes fonctions de l'État. La défaite de 2012 reste un fait marquant, mais ce fait est désormais lu à travers une grille différente, celle d'une fin de cycle. Lorsque l'ancien président disparaît, la possibilité d'une continuité symbolique s'éteint-elle avec lui? Dans certaines familles politiques, la transmission devient un projet explicite. Ici, elle ne s'est jamais imposée comme une obligation officielle. Aucun des enfants n'a revendiqué un destin présidentiel. Et pourtant, l'attente diffuse existait. Dans l'imaginaire collectif, le fils d'un président peut toujours être perçu comme un potentiel successeur. Lorsque cette perspective ne se concrétise pas, le silence s'installe. Mais la conséquence la plus subtile est peut-être intérieure. Grandir avec un nom qui représente une époque, puis voir ce nom devenir chapitre d'histoire, oblige à redéfinir sa propre place. Est-on encore un acteur ou devient-on gardien de mémoire? Jacinthe, en choisissant une distance presque totale vis-à-vis de la sphère publique, semble avoir anticipé cette question. En se tenant hors du champ médiatique, elle évite la transformation de son identité en archive vivante. Mais ce retrait est-il un refuge ou un sacrifice? Quant à Valériane, sa disparition en 2016 précède celle de son père. Son nom reste lié à la littérature, à la réflexion, mais il est désormais souvent mentionné en référence à la famille.
comme si l'individu s'effaçait progressivement derrière la généalogie. Le pouvoir ne crée pas seulement des opportunités, il crée des attentes. Et ces attentes ne disparaissent pas avec les années, elles évoluent, se déplacent, se transforment en récits collectifs. Les enfants d'un président n'ont pas choisi la fonction, mais ils héritent du récit. La solitude n'est pas nécessairement dramatique, elle peut être choisie, mais elle peut être aussi le résultat d'une comparaison constante. Lorsque votre nom ouvre des portes, il en ferme parfois d'autres. Il facilite certaines rencontres et en complique d'autres. Il impose une prudence dans les paroles, une retenue dans les gestes. Peut-on être simplement soi-même quand son identité est liée à une page d'histoire nationale? Peut-on échouer sans que cet échec soit interprété comme une rupture de l'héritage? Peut-on réussir sans que cette réussite soit attribuée à une continuité invisible? La question n'est plus politique, elle est existentielle. Et lorsque la mémoire du père s'installe définitivement dans les manuels, les archives et les cérémonies, une dernière interrogation demeure. Que reste-t-il de l'individu derrière le nom? Lorsque le temps transforme une figure politique en chapitre d'histoire, il ne transforme pas automatiquement les membres de sa famille en êtres libérés. Au contraire, l'héritage peut devenir plus dense, car il n'est plus seulement vivant, il est sanctuarisé. Après 2020, le nom Giscard d'Estaing cesse d'être associé à l'actualité politique immédiate pour entrer dans la mémoire officielle. Discours commémoratifs, documentaires, rediffusion d'archives. L'image du président s'installe dans une narration stabilisée. Mais pour ses enfants, cette stabilisation n'est pas neutre. Elle fige une comparaison définitive. Henri reste identifié comme l'ancien dirigeant qui a modernisé Club Med. Pourtant, dans chaque portrait, la filiation revient. Louis demeure l'ancien député, inscrit dans une trajectoire politique interrompue. Son engagement local n'efface pas l'ombre nationale. Jacinthe, par son retrait, échappe en partie à cette mécanique, mais son silence même intrigue. Quant à Valériane, disparue avant son père, est désormais évoquée dans une chronologie familiale. Son individualité se fond peu à peu dans le récit global. Le paradoxe est là. Plus le père devient une figure historique, plus les enfants deviennent des témoins involontaires de cette histoire. Ils ne sont plus seulement des individus, ils sont porteurs d'une mémoire. Dans certaines dynasties politiques européennes, la transmission est assumée comme continuité. Ici, elle ne s'est jamais imposée comme une obligation officielle. Aucun des enfants n'a revendiqué un destin présidentiel. Et pourtant, l'attente diffuse existait. Dans l'imaginaire collectif, le fils d'un président peut toujours être perçu comme un potentiel successeur. Lorsque cette perspective ne se concrétise pas, le silence s'installe. Mais la conséquence la plus subtile est peut-être intérieure. Grandir avec un nom qui représente une époque, puis voir ce nom devenir chapitre d'histoire, oblige à redéfinir sa propre place. Est-on encore un acteur ou devient-on gardien de mémoire? Jacinthe, en choisissant une distance presque totale vis-à-vis de la sphère publique, semble avoir anticipé cette question. En se tenant hors du champ médiatique, elle évite la transformation de son identité en archive vivante. Mais ce retrait est-il un refuge ou un sacrifice? Quant à Valériane, sa disparition en 2016 précède celle de son père. Son nom reste lié à la littérature, à la réflexion, mais il est désormais souvent mentionné en référence à la famille, comme si l'individu s'effaçait progressivement derrière la généalogie. Le pouvoir ne crée pas seulement des opportunités, il crée des attentes. Et ces attentes ne disparaissent pas avec les années, elles évoluent, se déplacent, se transforment en récits collectifs. Les enfants d'un président n'ont pas choisi la fonction, mais ils héritent du récit. La solitude n'est pas nécessairement dramatique, elle peut être choisie, mais elle peut être aussi le résultat d'une comparaison constante. Lorsque votre nom ouvre des portes, il en ferme parfois d'autres. Il facilite certaines rencontres et en complique d'autres. Il impose une prudence dans les paroles, une retenue dans les gestes. Peut-on être simplement soi-même quand son identité est liée à une page d'histoire nationale? Peut-on échouer sans que cet échec soit interprété comme une rupture de l'héritage? Peut-on réussir sans que cette réussite soit attribuée à une continuité invisible? La question n'est plus politique, elle est existentielle.
Et lorsque la mémoire du père s'installe définitivement dans les manuels, les archives et les cérémonies, une dernière interrogation demeure. Que reste-t-il de l'individu derrière le nom ? L'histoire retiendra le nom de Valéry Giscard d'Estaing comme celui d'un président réformateur, européen convaincu, figure marquante des années 1970. Les manuels parleront de ses lois, de ses débats, de ses choix économiques. Les archives diffuseront ses discours. La mémoire collective conservera l'image d'un chef d'État. Mais derrière chaque chef d'État, il y a une famille qui n'a pas été élue. Valériane, Henri, Louis, Jacinthe. 4 trajectoires différentes, aucun scandale spectaculaire, aucune rupture publique fracassante. Seulement des choix, parfois discrets, parfois exposés, toujours comparés. L'une s'est éteinte presque dans le silence. L'un a dû prouver sa légitimité dans le monde économique. L'autre a affronté le verdict des urnes sous le poids d'un non. La dernière a choisi l'effacement. Le pouvoir construit des monuments, mais les monuments projettent des ombres. Et vivre dans une ombre n'est pas nécessairement une tragédie visible, c'est souvent une tension intérieure, un équilibre à trouver entre loyauté et liberté. Peut-on aimer un père qui appartient à la nation sans se sentir secondaire dans son récit ? Peut-on porter un nom historique sans devenir gardien involontaire d'une mémoire collective ? Peut-on échouer, réussir, disparaître, sans que tout soit interprété à travers un héritage ? La France a salué un président. Elle a commenté ses réformes, analysé ses décisions, jugé son bilan. Mais elle a rarement interrogé la dimension la plus silencieuse de son pouvoir, son impact intime. Les enfants des hommes puissants ne sont ni coupables ni privilégiés par essence. Ils sont simplement placés dans une position particulière, où chaque pas est comparé à un passé qui ne leur appartient pas entièrement. Et peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si l'héritage est lourd ou léger. La véritable question est celle-ci. Lorsque l'histoire ferme un chapitre, ceux qui ont vécu à l'intérieur peuvent-ils enfin écrire le leur ? Si cette plongée dans les coulisses des grandes familles françaises vous intrigue, abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités derrière les noms que l'on croit connaître.